Bonjour tout le monde au podcast Informé. Donc on est de retour on parle toujours de désinformation et je suis de retour aujourd'hui avec mes collaborateurs habituels. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Donc écoutez, je vais commencer de ce pas. Donc au dernier épisode, on avait discuté en gros de la circulation des faux contenus sur Internet, de la désinformation, puis surtout aussi de qui créait, dans le fond, ces faux contenus-là. Aujourd'hui, on commence, dans le fond, par aborder les intérêts des créateurs de faux contenus. Donc, qu'est-ce qui les motive? Ainsi qu'un petit peu plus tard en émission, on va regarder c'est quoi les effets des médias sociaux et plus particulièrement de leur algorithme, les fameux algorithmes, sur l'amplification du phénomène de la désinformation. Donc, ma première question est dirigée pour Nicolas. Qu'est-ce qui motive certains individus à créer du faux contenu puis à le diffuser en ligne? Oui, merci Nick. Tout d'abord, le premier intérêt de ces créateurs de faux contenus est bien entendu l'aspect financier. L'aspect financier est relativement prépondérant puis même assez payant, je vous le dirais. Donc, tout d'abord, le trafic web génère des revenus publicitaires totalement. Donc, plus un site Internet est visité par les utilisateurs du web, plus il peut recevoir des quantités, des redevances financières des différentes compagnies qui, notamment, qui réalisent des publicités sur leur site web. Dans mon propos, je vais prendre l'exemple du site web World News Daily Report. C'est assez probant, je vous dirais. Donc, le World News Daily Report est un site Internet anglophone créé par Olivier Legault et Yannick Murray Hall, deux jeunes hommes francophones de la région de la capitale nationale, notamment fondateurs du site Internet du journal de Montréal, donc qui savent comment fonctionne Internet, le web et comment l'information peut circuler rapidement. Puis, ces derniers, Olivier Legault, le cofondateur, alors qu'il s'est entretenu avec M. Yates, des descripteurs à Radio-Canada, donc qui se spécialise en désinformation, le complotisme, etc., avait mentionné que son site Internet générait quelques 3 millions de visites par mois. Et il avait même reconnu qu'il profitait tout simplement de la crédulité des gens et avoir créé des histoires sur mesure pour jouer sur les biais cognitifs des internautes. Et je le cite, tu peux inventer un peu tout et n'importe quoi et les gens vont y croire. Honnêtement, c'est un peu inquiétant quand tu te rends compte de ça. Puis, tant que tu confirmes ce qu'ils veulent croire, ils vont le partager. Peu importe la nouvelle, peu importe ce que ça l'entraîne. Le cofondateur mentionnait que ça générait du trafic sur son site Internet. Donc, les revenus publicitaires venaient en conséquence puisque le site était visité. Donc, si on y va dans une dans un pur esprit de marché, eh bien, n'importe quel publicitaire ou n'importe quelle compagnie qui désire vendre son produit ou quoi que ce soit, se faire voir, va utiliser ce type de site-là si on enlève l'aspect éthique, bien entendu. C'est ça, ces visiteurs-là, si tu vas dans leur sens de leur opinion, ils vont le partager tout de suite, ils perdent tout leur esprit critique, peu importe si la nouvelle, peu importe l'ampleur de la nouvelle, je peux me permettre là. Donc voilà, c'est vraiment le premier argument, l'argument financier, que les utilisateurs partagent de fausses nouvelles ou en créent tout simplement. Il y a également un autre aspect, l'aspect politique ou idéologique des créateurs. Ces personnes-là, ces créateurs, essaient de confondre les publics pour les rendre plus manipulables à certaines idées, à certains enjeux, à certaines idéologies. Je vais vous expliquer le concept des médias alternatifs. Ces médias alternatifs, en fait, discréditent les médias officiels, qui dit, comme on le mentionne souvent dans les théories des médias, où est-ce que
l'esprit hégémonique des médias traditionnels et officiels. En fait, ces médias alternatifs-là appuient les récits alternatifs et contestent les médias officiels dits mainstream. Donc, partagent une vision ou un message différent. Ils reprennent à leur compte la rhétorique de la nécessité de développer un esprit critique chez les citoyens, en particulier à l'égard du contenu des médias. Encore une fois, dans une situation de anticonformiste ou juste de contestataire. L'auteur en conclut que le but poursuivi par ces campagnes de désinformation politique en ligne est d'engendrer chez les citoyens usagers des médias sociaux une pensée confuse et de miner la manière dont ils perçoivent la réalité, ce qui les rendrait vulnérables à la manipulation notamment. Mais qui sont ces personnes qui pratiquent ce genre d'information politique si on y va plus concrètement que des personnes qui pratiquent la désinformation? Ben, c'est surtout des personnes politiques ou par des équipes qui les entourent, par des lobbyistes, des relationnistes qui cherchent à influencer l'opinion, par des fans ou des usagers du web qui veulent se divertir, voire s'enrichir. Donc, on peut voir que les intérêts, si je peux conclure ainsi, il y a un intérêt financier à des créateurs de désinformation, mais aussi un intérêt politique et idéologique, là, tout simplement. Excellent. Merci, Nico, pour cet éclaircissement. Je pense qu'on peut dire qu'on a déjà établi là, dans la précédente émission, puis aujourd'hui aussi, que les médias sociaux là, ils ont un rôle quand même important dans la diffusion et dans la création de la désinformation. Pour continuer avec toi, Nick, comment est-ce que le modèle de ces plateformes-là puis leur fonctionnement technique, est-ce qu'ils entrent en relation avec la désinformation? Là? Comment, par exemple, les fameux algorithmes peuvent-ils influencer nos habitudes de consommation de l'information? Oui, merci Nick. Effectivement, les algorithmes recommandent de recommandation des médias sociaux, des réseaux sociaux numériques, déterminent en grande partie la présentation des contenus pour chaque usager, selon les traces récoltées au fil de sa navigation et de ses interactions en ligne. Autrement dit, tout fait et gestes influencent ce que tu vas voir sur les médias sociaux. Puis on peut même aller plus loin sur les navigateurs, tout simplement. On pense à Google. Notamment, chaque geste va influencer ce que tu peux voir et chaque geste est comptabilisé, si je peux me permettre, pour établir ton algorithme personnel. Donc, d'un point de vue numérique, l'algorithme, c'est l'idée selon laquelle les internautes voient défiler sur les réseaux sociaux une sélection de nouvelles qui confortent leurs propres opinions. Autrement dit, comme on le mentionne, chaque fait et geste influence ce que tu vas voir sur les médias sociaux, notamment si, par exemple, vous fréquentez tel type de contenu politique, je prends l'exemple un peu plus de gauche ou quoi que ce soit, bien, on va te présenter des contenus médiatiques ou sur des médias sociaux qui vont ressembler à ce que tu regardes et à ce que tu réagis, en fait. Donc, ça amène cette particularité-là de l'algorithme. Donc, cette personnalisation de l'accès à l'environnement numérique contribue au phénomène des chambres d'écho, qui concourt au renforcement des idées et des opinions qui sont déjà préétablies et qui sont suivies par les usagers du web. Sur le plan commercial, par la présence d'algorithmes, notamment, notre comportement sur le web dresse un portrait de notre personnalité et détermine notre fil d'actualité. Nos habitudes de navigation web, d'achat se voient donc influencées par le contenu qui nous plaise. Donc, autrement dit, tout simplement, on achète un produit sur Hollister, American Eagle, bref, je le dis totalement au hasard. Donc, le navigateur va voir qu'on fréquente ce type de contenu et qu'on adhère à ce type de vêtements-là dans cet exemple précis. Donc, c'est notre algorithme de navigation va être influencé en ce sens. Mais concrètement, le concept de chambre d'écho, de bulle de filtre, que je vais énumérer un petit peu plus loin, qui est un concept qui est un petit peu plus précis que le concept de chambre d'écho élaboré par Ellie Pariser. Mais bref, grosso modo, le concept de chambre d'écho accentue le partage d'idées de publications semblables. Donc, autrement dit, les personnes partageant ou consultant du contenu jugé, notamment conspirationniste, de désinformation ou autres, obtiendront des fils d'actualité ou des algorithmes montrant des contenus similaires. D'où l'enjeu de l'algorithme envers que ce soit le conspirationniste ou la désinformation notamment, puisque plus on partage, plus qu'on réagit à ce type de contenu, on accentue
notre algorithme à nous proposer d'autres contenus de la sorte. Donc, d'où le lien assez clair entre les deux. Comme je vous l'avais mentionné, l'apport d'Eli Pariser dans son livre Fort, où est-ce qu'il élabore le concept de bulle de filtre dans le livre de Filter Bubble, traduit de l'anglais. Ce dernier montre la nouvelle façon de faire d'Internet qui permet de créer un univers propre à chaque individu, rempli d'informations personnelles. Cet univers, selon Pariser, se nomme une bulle de filtre. La bulle de filtre qui se définit par toutes vos interactions sur Internet, mais absolument tout. Que ce soit vos likes, vos partages, vos clics, votre position géographique, va changer et altérer votre perception de l'information et les différentes idées qui vous seront présentées selon votre algorithme. Cette bulle de filtre, qui est très interreliée avec la chambre d'écho, on s'entend, possède 3 dynamiques. En fait, la première, c'est toi seul as accès à ta bulle de filtre, puisque c'est impossible à la reproduire par quelqu'un d'autre. Chaque bulle de filtre est unique. Car reproduire 100% du même comportement sur le web, essayer de reproduire 100% des gestes sur le web, bonne chance. Bonne chance, sincèrement. Mais bref, donc action de publication, l'heure à laquelle on interagit avec nos différentes publications influence même notre algorithme. Vous comprendrez donc que l'unicité de nos algorithmes, de nos bulles de filtre, est un élément considérable. Également, comme deuxième dynamique, la bulle de filtre est invisible. Les contenus médiatiques vous sont présentés sans qu'on vous explique pourquoi. Et comment le mécanisme de l'algorithme est compliqué et non divulgué de façon quantitative. Autrement dit, comment il fonctionne, comment l'ordinateur ou l'intelligence artificielle de l'algorithme est réalisé, ben, c'est un peu flou cette idée-là, à mis à part qu'on travaille directement chez Google ou Meta, par exemple. On ne vous le présente pas de manière concrète, simple, et puis noir sur blanc. Là. Donc, c'est un paramètre à considérer. Et la troisième dynamique, personne ne choisit à quoi consiste sa bulle de filtre et d'y adhérer. L'utilisation de nos médias personnels, nos médias sociaux, influence catégoriquement notre bulle de filtre, ce qui crée et constitue votre bulle de filtre sans considération extérieure de votre simple utilisation. Donc, autrement dit, si on peut y aller de manière plus concrète, si chez vous vous intéressez aux théories du complot sans nécessairement y croire. Vous savez, c'est un sujet quand même relativement fascinant. On peut en débattre tout à fait. Bien, tu veux t'intéresser à ce type de contenu, bien, ton algorithme va être faussé par ce genre d'intérêt-là. Donc, c'est ça, personne ne l'a choisi, autrement dit. Là. Maintenant, comment le mode de fonctionnement des plateformes web favorise le partage de fausses nouvelles? Autrement dit, au tout départ du web, ce qu'il faut comprendre, c'est que le web était libre. Le web permettait à quiconque de publier ou de partager ce que bon vous plaise. Les médias sociaux également au tout début. Donc, bien évidemment, il y a depuis la pandémie et les nombreuses critiques envers les médias sociaux, notamment YouTube, Facebook, etc., il y a eu des réglementations qui ont été faites. Mais avant, je peux me permettre la crise numérique de la COVID-19, les lois étaient assez minimes, très, très, très minimes, puisque la liberté du web était considérable dans le débat. Mais malgré les nouvelles réglementations en réponse au COVID, ce dont Facebook et YouTube se sont obligés à respecter. Si je peux aller d'un autre aspect, selon le même principe. En fait, le trafic maximise et retient l'attention. Autrement dit, maximiser le trafic pour retenir l'attention des usagers du web, c'est une fonction des algorithmes. Et selon Pariser, encore une fois, sur le plan psychologique, nous sommes enclins, en tant qu'être humain, à s'intéresser aux fausses nouvelles et à la désinformation, puisque, et je cite, nous sommes biologiquement programmés aux choses qui nous stimulent, que ce soit du contenu grossier, violent, des commémorages humiliants, embarrassants ou offensants. Nous nous retrouvons, pardonnez-moi, à consommer du contenu qui est le moins bénéfique pour nous-mêmes ou pour la société dans son ensemble, puisque ça nous stimule, on s'intéresse à ce type de contenu qui sort du cadre, si je peux me permettre. Donc, ce qui accentue l'idée d'algorithme, on s'intéresse de manière innée à ce type d'éléments. En d'autres mots, les réseaux sociaux facilitent aujourd'hui la prolifération de fausses informations, ce qui engendre des défis supplémentaires pour les citoyens et les autorités publiques. Autre ces phénomènes propres à l'environnement numérique,
Des facteurs structurels génèrent aussi des vulnérabilités face à la désinformation. D'une part, la confiance envers les institutions politiques a été fragilisée au cours des dernières années, décennies, notamment depuis la crise économique de 2008, où est-ce que les citoyens croient de moins en moins aux politiques, à la politique. Et ça paraît notamment sur le taux de participation aux dernières élections, notamment, de manière concrète. D'autre part, dans la plupart des États occidentaux, moins de la moitié de la population affirme faire confiance aux médias traditionnels selon Statista en 2020. Ça amène un enjeu démocratique relativement important. Parmi les conséquences de cette crise de légitimité des institutions démocratiques, une partie des citoyens délaissent les sources d'information officielles et les expertises traditionnelles peuvent se tourner vers des sources d'information parallèles où l'information n'est plus ou moins crédible, où est-ce qu'on peut s'apparenter à la désinformation, selon les auteurs Zimmerman et Coring en 2020. Merci, Nick, pour cette petite explication des effets que peuvent avoir les algorithmes. On voit que ceux-ci, même si c'est fait de façon automatique, puis même si on ne se pose pas nécessairement la question, ont des effets profonds sur le contenu qui nous est proposé, puis même éventuellement peuvent avoir là, des impacts sur nos institutions démocratiques. Parlant justement là, un petit peu de nos institutions démocratiques, puis de politique, outre la désinformation que peuvent amplifier ou engendrer les algorithmes et les chambres d'écho ou les bulles de filtre, comme Nico nous en a parlé, on peut penser aussi que ces phénomènes-là sont à la racine d'un problème social qui s'aggrave là, depuis les dernières années, surtout aux États-Unis. Certains auront deviné que je parle ici de polarisation. La désinformation en elle-même est définitivement un facteur aggravant là, de ce phénomène-là. Phoenix, est-ce que tu peux nous expliquer comment la désinformation peut être liée à la polarisation là, qu'on observe en ce moment aux États-Unis? C'est quoi les enjeux, les problèmes ou peut-être même les dangers pour la société de la prise en importance de ce phénomène-là? D'abord, il va falloir savoir que la campagne présidentielle américaine de 2016, ça a grandement contribué à la polarisation et aussi à la montée en popularité du concept de fausses nouvelles. Donc, comme la désinformation, la polarisation s'est facilitée avec les médias sociaux. Donc, avec la montée des médias sociaux, plus de personnes ont eu accès à une tribune pour diffuser de l'information. Et cette information-là se diffusait plus rapidement et à plus grande échelle. Donc, désinformation et polarisation, c'est lié en fait. Quand les individus sont adéquatement informés, qui sont exposés à de l'information qui est véridique, la polarisation va diminuer. Et au contraire, plus les individus vont être exposés à de fausses informations, plus la polarisation va augmenter. Donc, ils vont être placés dans une chambre d'écho qui va les exposer à un contenu qui est homogène, à un seul contenu. Un seul point de vue, en fait. On pourrait prendre l'exemple au Québec des mesures sanitaires, un sujet qui est très polarisant. Donc, on a ceux qui étaient pour, on a ceux qui étaient contre. Sur Facebook, par exemple, si quelqu'un publiait du contenu contre les mesures sanitaires, ben à cause de l'algorithme, comme Nick a expliqué, il va juste recevoir, et dans son fil d'actualité, il va juste voir du contenu de personnes qui partagent le même point de vue que lui. Le contraire est aussi vrai pour les personnes qui vont être pour les mesures sanitaires. Donc, il se crée un fossé et la polarisation, c'est le fossé qui se crée entre les deux pôles. Donc, plus le fossé est grand, plus ça amène d'enjeux. Ces enjeux-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ben, il va y avoir d'abord la création et la croissance de mouvements d'extrême droite ou d'extrême gauche, donc les mouvements aux extrémités. Évidemment, plus les individus vont être polarisés, plus ils vont être attirés vers un extrême de certaines idéologies. C'est des mouvements extrémistes comme les néo-nazis ou les antifas qui vont en bénéficier. Également, un autre enjeu important que ça va amener, c'est la polarisation du peuple qui va découler dans les institutions politiques. Si la population se situe plus aux extrêmes, ça va influencer le choix des politiciens élus. Des politiciens comme Marine Le Pen, Donald Trump sont des exemples de politiciens qui ont bénéficié de la polarisation. Le fait que ce soit des politiciens qui se situent plus vers une extrémité du spectre que vers le centre, ça a joué en leur faveur dans un contexte où la polarisation fait monter en
popularité de l'extrême droite auprès des électeurs. Donc, ça amène une détérioration des relations politiques, mais aussi personnelles. On entend souvent, surtout avec la pandémie, des histoires de familles qui ne se parlent plus à cause des points de vue divergents à travers la famille. Donc, beaucoup de divisions dans des relations interpersonnelles. Excellent. Donc, merci pour cette clarification, Phoenix. Donc, de ce que je comprends, là, c'est que la polarisation réfère un peu au discours politique qu'on tient là, dans l'espace public. Ça me fait penser, là, puis je pense qu'on l'a abordé là, très, très rapidement tantôt avec Nick, mais un discours polarisé, là, mettons, mis à l'extrême, là, on pourrait voir, mettons, des faits et même des théories qui sont carrément fausses. Et là, vous me voyez venir, on parlerait alors de conspirationnistes. Même si, mettons, ces théories-là souvent vont être tournées au ridicule, soit entre nous ou dans les médias, je pense qu'on ne peut pas ignorer le fait que ces théories-là ont une prégnance puis une influence réelle là, dans la sphère publique. Donc, pour continuer avec toi, Phoenix, quel lien tu penses qu'on peut établir entre le conspirationnisme et la désinformation? Et surtout, c'est quoi ça, le conspirationnisme? Comment est-ce qu'on peut le définir? Universaliste donne la définition du conspirationnisme ainsi, je vais vous la lire. Le conspirationnisme est une vision du monde qui affirme que le cours de l'histoire n'est pas le fruit des jeux politiques nationaux et d'actions humaines incertaines, mais qu'il est en réalité provoqué uniformément par l'action secrète d'un petit groupe d'hommes désireux de réaliser un projet de contrôle et de domination des populations. Donc, si on met ça dans nos mots, les complotistes vont prétendre que certains événements ou certaines décisions politiques importantes ont été manigancées par un lobby de personnes avec du pouvoir. Mais que tout ça va être dissimulé, va être caché dans le but de faire croire à la population que ces événements-là ou ces décisions-là sont des résultats de démarches politiques ou d'actions d'autres personnes. On peut penser à plusieurs exemples populaires de théories du complot. D'abord, avec le 11 septembre, il y en a plusieurs. La plus populaire disant que tout ça a été planifié par George Bush dans le but d'avoir une raison pour attaquer le Moyen-Orient et tout le pétrole qui se situe là-bas. On a aussi l'assassinat de John F. Kennedy qui serait manigancé par la CIA à cause de points de vue divergents face à la guerre du Vietnam. Puis, avec la pandémie, on l'a vécu. Il y a eu plein de théories autour du vaccin, la puce, peu importe, il y en a eu beaucoup. Donc, à la base, les théories du complot, ils font partie du phénomène de désinformation. Donc, comme pour la désinformation, le conspirationnisme a monté en popularité avec l'explosion d'Internet, des médias sociaux. Les nouvelles technologies c'est un super support, si je peux le dire comme ça, pour véhiculer des théories du complot. Puis comme on a mentionné plus tôt, la diffusion et le partage de l'information se fait à plus grande échelle, se fait plus rapidement. Ça fait que le web est un terrain propice à la diffusion des théories complotistes. Merci Phoenix, je trouve que ça nous permet là, de peut-être un peu mieux comprendre pourquoi ou comment certaines personnes, des fois dans notre entourage, peuvent s'intéresser puis un peu se plonger là, dans ces théories-là. On comprend qu'avec les nouveaux médias numériques, là, les médias, qu'il y a vraiment une influence accrue là, dans le fond de ces théories-là. Pour rester sur un sujet politique, je me tourne vers Naomi pour en savoir un peu plus sur le rôle occupé par l'État quant à la désinformation. Pour nous lancer, est-ce que, par exemple, l'État peut être à l'origine même de la désinformation? Puis, est-ce que tu aurais des exemples en ce sens? Merci pour la question. En effet, l'État peut être à l'origine de la désinformation. Un bon exemple de ça, c'est la propagande qui a fortement été utilisée lors de la Deuxième Guerre mondiale avec l'Allemagne nazie. Donc, pour faire un retour rapide dans l'histoire, la création puis le monopole de la persuasion de masse puis de la propagande a été attribué au fascisme mussolinien puis à l'Allemagne nazie. Justement, l'usage de la propagande et du mensonge a grandement été porté par Joseph Goebbels, qui a été le ministre de l'Éducation du peuple et de la propagande du Reich. D'ailleurs, la désinformation peut être utilisée à des fins davantage politiques. On peut justement penser à l'exemple de Trump qui a instrumentalisé le concept des fake news pour justement venir discréditer l'opposition et les autres candidats qui étaient contre ses idées. Le professeur spécialisé en médias à l'Université de Québec à Montréal, Serge Proulx, disait justement que la dénonciation politique arbitraire
prenant la force de l'accusation de fake news, est devenue, dans la bouche de Donald Trump, la formule privilégiée pour combattre la vérité des faits. Donc, parmi les exemples d'instrumentalisation des fake news avec Trump, on peut penser à la conspiration de la Pizzagate. En résumé, rapidement, le Pizzagate, c'est une rumeur qui était anti-Hillary Clinton, qui a été lancée par des internautes pro-Trump dans les derniers jours de la campagne électorale de 2016. Donc, d'après eux, c'était un réseau de pédophiles qui était dirigé par John Podesta, qui était le directeur de campagne de Clinton. Puis, il cachait tout ça dans une pizzeria au fond de la pizzeria à Washington, D.C. Donc, justement, Trump a utilisé cette rumeur-là pour venir salir le nom de Clinton puis l'utiliser à son avantage lors de ses élections. Également, on peut penser à la campagne présidentielle de 2016 où il y a eu beaucoup d'ingérence russe. Donc, ceux-ci ont fait la création de faux comptes Twitter puis Facebook pour propager de la désinformation. Par exemple, il y a eu plus de 10 millions de tweets qui ont été produits par 4000 comptes Twitter qui étaient liés à l'Internet Research Agency qui était lié justement à la Russie. Pour ajouter là-dessus, il y a eu un rapport de la CIA comme quoi les mesures soviétiques ont créé énormément de récits complotistes puis de désinformation sur les États-Unis pendant des décennies. Ces services de renseignement russes ont rédigé puis ils ont publié des fausses histoires et des lettres concernant l'assassinat de Kennedy. On retourne dans les théories du complot. Puis ils disaient justement que la CIA aurait pu être impliquée dans le meurtre. Merci beaucoup. Donc, on voit en effet là, que l'État peut être à la source même du problème de la désinformation dans certains cas. Mais mettons dans une perspective plutôt inverse, est-ce que l'État peut aussi être un régulateur de la circulation des fausses nouvelles sur le web? Est-ce qu'il y a des outils à la disposition de l'État? Puis, qu'est-ce qui se fait à l'international? Oui, donc il y a eu plusieurs idées de créer une régulation. Par exemple, en Allemagne, il y a eu une loi comme quoi si quelqu'un faisait une plainte, le contenu qui était manifestement illicite devait être retiré par l'opérateur du réseau dans les 24 heures suivant la réception d'une plainte. Puis dans certains autres cas, les fausses nouvelles devaient être retirées. Par exemple, il est illicite d'affirmer ou de disséminer intentionnellement et en connaissance de cause un fait erroné sur autrui si ce fait-là il est susceptible de diffamer ou d'affecter négativement l'opinion publique. Cependant, il y en a plusieurs qui disent que c'est également un danger de mettre des lois parce que ça va venir atteindre la liberté d'expression. Donc, certains patrons de presse ont justement dit qu'ils préféraient nettement chasser les fake news puis venir les retirer à la racine que de venir évoquer des textes de loi. D'ailleurs, le concept d'autorégulation des médias, il est intéressant à mentionner parce qu'il y a plusieurs sites qui peuvent venir nous aider à combattre la désinformation. On peut penser à Google Fact, à Checking Tools ou au Fact Checker du Washington Post. Mais malgré tout, les médias traditionnels d'information vont vraiment rester la clé lorsqu'il vient le temps de s'informer parce que, en l'absence de lois adéquates, les médias d'information traditionnels sont vraiment là pour venir convenablement informer la population. Donc, il y a énormément de processus auxquels les journalistes sont formés. Puis, lors de leur production puis de la diffusion d'informations, ils vont être vraiment encadrés par des guides déontologiques. Donc, on peut s'assurer que l'information va être véridique. Puis, d'ailleurs, pour terminer, une autre façon pour l'État de réguler, ça serait la possibilité de financer les médias indépendants crédibles, comme on peut penser à la Société Radio-Canada, qui assure une information de qualité aux citoyens. Donc, ce financement-là, il vient potentiellement permettre aux médias de se libérer des obligations publicitaires, puis d'être théoriquement plus neutres parce qu'ils seront non influencés par des intérêts privés. Mais il est quand même important de prévenir cette ingérence étatique dans de tels médias. J'entends par ça qu'ils doivent quand même rester indépendants au gouvernement, même si c'est celui-ci qui va les financer. Merci beaucoup, Naomi. Donc, c'est malheureusement tout ce qu'on avait pour vous aujourd'hui au podcast Informé. Donc, je veux quand même prendre le temps, encore une fois, de remercier mes collaborateurs, Phoenix, Naomi et Nicolas. Ça a été pour moi très, très éclaircissant. J'espère que ça l'a été pour vous aussi, chers auditeurs. Je vous rappelle que si le cœur vous en dit, c'est très apprécié si vous souhaitez aller voir et vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi que consulter notre page Twitter sur laquelle vous pourrez retrouver d'autres informations un peu plus précises en lien avec le contenu qu'on vient de publier. Donc, je vous souhaite encore une fois une belle fin de journée. Puis, merci d'avoir écouté. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.